Donc, je vais résumer d'abord les propos de Daniel Zagouri, qui, en tant que psychiatre expert, quand même, il a rencontré, donc il a bouffé hein, plusieurs radicalisés qui ont passé à l'acte, parce qu'il va me servir comme point de départ pour la discussion. Donc, si le phénomène terroriste est si dangereux, c'est parce qu'il apporte, quoi que nous puissions en penser, de bénéfices psychiques à ceux qui s'y soumettent. L'acte résulte à la fois du désespoir et de la haine. Il a pour fonction de transformer une vie réduite à rien, à une mort en apothéose, entraînant le plus de monde possible dans la chute. C'est cette première vie ratée, arrachée, qu'on retrouve si souvent dans la biographie des terroristes. Désormais, leur destin individuel devient humilié, sans espoir, se télescope avec celui de l'islam. Tous deux sont avancés, plus d'identité propre, plus de singularité, plus de conflits. Et là où les tueurs en masse, sans idéologie, relient le désespoir, la haine et la mégalomanie pour leur donner un sens privé, les djihadistes donnent de surcroît une justification religieuse partagée. Et en lançant à la cantonade, comme il vient de nous le dire, au monde entier des incitations mortifères, Daesh a laissé à toute une gamme d'individus le soin de les saisir et de les réaliser en fonction de leur équation individuelle et de leur niveau de détermination. Dès lors, la principale erreur est d'enfermer, nous dit, les phénomènes terroristes par nature mouvants et diversifiés dans un mode de compréhension rigide. Ce qui est en jeu dans les mouvements de la déradicalisation et le deuil de la croyance, c'est l'élaboration des conflits irrésolus que la radicalisation a eu pour fonction de colmater et d'apaiser. Donc, François Caroli, de son côté, a insisté sur le vide existentiel qui peut être à la base des processus divers, comme l'amnésie d'identité et le suicide par personne interposée, mais aussi du processus qui a conduit Richard Durn à la tuerie de Nanterre. Ce vide existentiel, corrélatif peut-être du vécu d'humiliation et de l'absence d'horizon dont a parlé Daniel Zagouri, d'absence d'horizon d'espérance, est-il accentué par notre époque néolibérale qui produit que des valeurs marchandes, surtout pour les plus jeunes qui, indépendamment même de leur structure sous-jacente, se trouvent actuellement poussés à trouver des repères à des idéologies imprégnées par le fanatisme religieux, mais aussi, comme Michel Bodbol nous l'a rappelé, des idéologies aussi nationalistes politiques. La haine peut-elle devenir une valeur en soi dans la mesure où elle peut consolider à la fois les recettes d'une identité et sa compensation par une mégalomanie? Cette mégalomanie pourrait-elle faire l'économie du passage à l'adolescence et de la castration symbolique? Cette haine est-elle en même temps l'expression du rejet de l'altérité que tout un chacun porte du fait de son rapport au langage et à l'inconscient? Notre société d'une production et d'un traitement de l'information en masse et automatique, comme l'a rappelé aussi tout à l'heure le professeur Amessen, c'est-à-dire la production d'un discours qui tend à donner des réponses désubjectivées et dépersonnalisantes, exprimées parfois dans une nouvelle langue, peut-elle avoir comme effet la dépersonnalisation du discours que chaque personne peut porter individuellement? C'est lui-même qui constitue son langage intérieur, pour reprendre l'expression de François Caroli, dans une sorte d'automatisme mental, mais c'est des personnes qui ne sont pas pour la plupart des psychotiques, lesquelles peuvent faire ainsi l'économie de l'altérité au nom parfois des idéaux partagés, désexualisés et narcissiques, idéaux radicaux qui colmatent ce qu'il y a à assumer à titre individuel de la misère commune, au-delà même de la misère de leur milieu. Car cette misère est vécue de manière xénopathique, aliénante, c'est-à-dire produite pour qu'une élite anonyme
jouissent au détriment de ceux qui sont laissés pour compte. Non pas alors au titre d'une castration symbolique, mais au niveau d'une privation narcissique. Il ne serait pas alors étonnant que dans ces conditions, le suicide se fasse aussi d'une manière xénopathique, par personne interposée ou comme effet de la suggestion d'un gourou prosélytiste. Les émigrés de deuxième et troisième génération, coupés des raisons sociales et géopolitiques, à la fois des idéaux de leur lignée, mais aussi ceux de leur environnement social immédiat, ont-ils des raisons majeures pour se trouver dans l'œil du cyclone de ces processus. Mais ils ne sont pas les seuls, car la crise du symbolique produit cette même privation narcissique, parfois propulsée par un processus authentiquement psychotique, qui est en soi une défection de l'idéal du moi. Mais pour revenir sur la question de l'amnésie d'identité de François Caroli, qui est parmi les premiers auteurs à en avoir parlé avec Georges de Maison en 1974, malgré sa rareté, elle rejoint la crise du symbolique. Selon Marcel Cermak, celui qui a oublié son nom se débarrasse de ses dettes. Impersonnalisation, atopie et anonymisation, récusation de ce qui engendre contrainte et arrimage. Il n'est plus comptable de rien, il devient dépendant des autres, à la limite de l'asile psychiatrique. La balle est donc ainsi envoyée dans les camps de l'autre. Il est également, de certaine manière, la figure paradigmatique de l'homme contemporain, libre, sans attache, anonyme, sans qualité, sans gravité, délesté qu'il est de ses engagements de responsabilité, des dettes de toutes sortes, et il n'est pas rare qu'il survienne, c'est un sujet surendetté. Il ne serait pas étonnant non plus qu'il survienne aussi, c'est un sujet qui ne peut pas concevoir quelle est sa propre dette du fait de la perte de ses balises symboliques. La transmutation de l'identité durant certains processus de radicalisation ne pourrait-elle être aussi problématisée aussi à travers la problématique du processus de l'amnésie d'identité. Je vais reprendre pour finir la voie d'amélioration du cas de psychose de Karim que Patrick Semla nous a exposé. Amélioration qui était aussi un désengagement du radicalisme djihadiste, et cela par le biais du transfert à l'égard du psychanalyste, mais aussi par la reconstruction du complexe du prochain. Ce complexe du prochain renvoie sans doute au terme freudien de Nebensmens, c'est-à-dire l'autre pour le bébé en tant que celui qui prend soin de lui en tant qu'autre secourable. Autre qui va aussi humaniser par sa parole l'environnement hostile. Nous voyons chez Karim l'importance du rôle du prochain par le rôle de son propre frère aîné qui s'est intégré dans le collectif de sa thérapie, mais aussi par le rôle du thérapeute par fraternité qu'il devient lui-même pour le journaliste syrien qui lui est semblable et différent à la fois. Puis, à un autre niveau, par la place du grand autre, où il situe son analyste, en lui demandant de lui parler du Maghreb, place que l'analyste décomplète dans le totalitarisme moral et idéologique. Et je finis en 30 secondes, mais aussi donc par sa propre altérité, étant d'origine juive maghrébine. Il lui est semblable, mais en même temps autre, et ce processus permet à Karim de supporter une part d'altérité et par conséquent de se désaliéner, du moins pour une part, et de ne plus avoir besoin d'un discours radical pour s'y identifier. Merci.